Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit disclaimer, je tiens à m'excuser car j'ai dû enregistrer dans deux endroits différents et comme j'ai pas un micro de super qualité, il est possible que le son change un petit peu parfois. Je disais donc, on a jusque là parlé de tout un tas de choses. Je vous ai mené à la rencontre de chats chantants et dansants et même de la mort en personne. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un réel monstre et pas n'importe lequel, puisque c'est une créature bien connue de la culture populaire. Si notre folklore occidental est peuplé de loups-garous et autres zombies, s'il y a bien une créature connue de tous, ce sont les vampires. De Dracula à Twilight, en passant par Nosferatu, les vampires sont depuis une centaine d'années sans cesse mis en scène dans nos médias, que ce soit dans les films, livres, séries et bien évidemment les jeux vidéo. Non, plus sérieusement, Halloween venant de passer, on arrivait doucement en décembre et c'est alors bercé par la magie de Noël que je me suis dit si je parlais d'une comédie musicale sur les vampires. Quoi ? Vous vous attendiez à ce que sous prétexte que je parle d'une histoire d'amour, j'avais prévu de faire cette vidéo pour la Saint-Valentin. Non, je m'en bats les couilles de la Saint-Valentin. Aïe, Amour et Bonnie Tyler, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Le Bal des Vampires. Tanz der Vampire, de son titre original, est une comédie musicale autrichienne de langue allemande de Jim Steinman et Michael Kunz, qui a notamment travaillé sur une autre petite comédie musicale pas très connue que j'ai peut-être vaguement évoquée une ou deux fois, jouée originellement le 4 octobre 1997 et qui dure environ 2h30. Elle est relativement populaire et a été traduite dans de nombreuses langues telles que le français, l'anglais, le néerlandais, le russe, le polonais et, attention, vous risquez d'être surpris, le japonais. Si en général je ne prends pas spécialement le temps de citer toute l'équipe technique et artistique des pièces dont je parle, on va cette fois mettre en avant le metteur en scène de la pièce puisque c'est quelqu'un d'un peu connu qui a en plus pas mal fait parler de lui et pas forcément bien, j'ai nommé Roman Polanski. Vous devez alors vous demander ce que vient foutre Polanski là-dedans. Et bien, tout simplement, la pièce est une adaptation du film de Polanski de 1967, Le Bal des Vampires, ou The Fearless Vampire Killer de son titre original. J'ai d'ailleurs vendu mon âme au diable en dépensant 4€ pour le DVD de celui-ci parce que j'adore ce film. Mais si c'est bien évidemment plus sur la pièce que sur le film que porte la vidéo d'aujourd'hui, on va tout de suite passer au résumé de celui-ci puisqu'il est exactement le même que celui de la pièce. Alors sans plus attendre, voici pour vous et en exclusivité le résumé de Tanz der Vampire. L'éminent professeur Abronsius, spécialisé dans l'étude des chiroptères ainsi que son assistant Alfred, parti en voyage en Transylvanie pour une mission spéciale, atterrissent dans une auberge qui a l'ail pour unique décoration après s'être perdu au beau milieu de la nuit dans une tempête de neige. Aïe, Transylvanie, même si ce n'est au premier abord pas dit explicitement, on comprend rapidement que nos deux amis sont là dans un but bien précis, chasser le vampire. Mais malgré tous ces éléments, les pensionnaires de l'auberge font comme s'ils n'étaient au courant de rien à chaque question du professeur, celui-ci cherchant à s'enquérir de l'endroit où résiderait le fameux vampire. Parallèlement à ça, durant leur séjour, Alfred va rencontrer et se lier d'amitié avec Sarah, la fille du patron de l'auberge, celui-ci cherchant à la garder enfermée dans sa chambre pour sa protection, alors qu'elle ne rêve que d'une chose, la liberté. Ainsi, ce qui devait arriver arriva, Sarah cherche à s'enfuir et, bien évidemment, finit par se faire capturer par le comte von Krolok, qui n'est autre que notre vampire. Oh merde! Oh c'est con ça! Alfred et le professeur vont alors se lancer à sa poursuite, Alfred pour délivrer la femme dont il s'est épris, et le professeur Abronsius pour accomplir sa mission, éliminer le comte. Ah, comme tout ceci semble dramatique. Et dramatique, est-ce que ça l'est? Eh bien, pour une fois, non, pas vraiment. Et oui, derrière ces allures d'histoire d'horreur, Le Bal des Vampires n'est à la base en fait pas du tout un film d'horreur. Un film de vampires, certes, mais si on devait le placer dans une catégorie, eh bien ce serait plutôt celle de la comédie. Quelque chose que la pièce a parfaitement compris et on va voir pourquoi tout de suite, puisqu'il est temps de passer à l'analyse en commençant par la mise en scène. Si le film de base se donne au premier abord des allures de film d'épouvante, comme je le disais, il n'en est rien. L'histoire a beau sembler relativement grave, toute l'action est présentée de manière assez grotesque, ce qui rend le film plus comique qu'autre chose. Un comique qui a parfaitement été retranscrit dans la pièce, notamment grâce à la mise en scène. Faut savoir que l'action se déroule dans deux lieux principaux. D'une part dans l'auberge dans laquelle atterrissent Alfred et le professeur Abronsius dans l'acte 1, et d'une autre part dans le château du comte von Krolok à partir de l'acte 2. Ici c'est à l'auberge qu'on va s'intéresser, et plus particulièrement à la partie intérieure des étages de l'auberge. Plutôt que de changer de scène à chaque fois qu'un personnage change de pièce, le bâtiment est présenté de sorte à ce qu'on ait une vue d'ensemble sur ces pièces, un peu comme un gâteau qu'on aurait coupé en deux pour en voir l'intérieur.
Une idée bien pratique puisqu'elle permet ainsi de voir ce qu'un personnage fait tout en sachant ce qu'il en est dans une autre pièce de l'auberge. En gros, de faire se dérouler deux actions en même temps. Je pourrais vous donner l'exemple de Monsieur Chagall en train de s'amuser avec sa serveuse pendant que Madame Chagall le cherche en vain. Ou encore mieux, le passage lors duquel Sarah reçoit la visite du comte que le professeur et Alfred cherchent tant, tandis que ce dernier est planté comme un piquet à rêvasser sans se douter le moins du monde de ce qu'il est en train de se passer dans la pièce d'à côté. Une mise en scène qui, en plus de servir le côté comique de l'histoire, le retranscrit à la perfection, mais pas que, puisqu'elle permet également une parfaite clarté et donc une parfaite compréhension des actions, même lorsqu'elles se passent tout en même temps, là où ça peut rapidement devenir un sacré bordel. Et bien en fait, ça l'est, mais un bordel clair et organisé, prévu pour faire rire, tout en étant compréhensible. Il y a même certaines choses que je trouve plus claires dans la pièce que dans le film grâce à ça. Par exemple, faut savoir que la salle de bain d'Alfred est d'un côté reliée à sa chambre et de l'autre à celle de Sarah. Une salle de bain donc commune, là où ce fait est parfaitement clair dans la pièce. Dans le film, au début, on a un peu de mal à saisir où elle se situe cette salle de bain, si bien qu'on y voit Sarah, on en vient à se demander ce qu'elle fiche là. Vous l'auriez compris, l'auberge est vraiment le gros point fort de la mise en scène, mais il y a tout de même deux petites mentions honorables, pas piquées des hannetons, que je trouve bien sympathiques. Premièrement, lorsque Sarah arrive au château du comte, lors de sa chanson en duo avec celui-ci, ils ont eu l'idée de se servir des décorations, en l'occurrence une série de portraits accrochés au mur pour faire les chœurs. Et deuxièmement, le passage de la course-poursuite finale qui est dynamisé grâce à un rideau sur lequel sont projetées des animations. Technique dont ils s'étaient déjà servi au début de la pièce pour illustrer du blizzard et donner un côté plus oppressant à la scène. Cette utilisation du rideau transparent n'est d'ailleurs pas si rare que ça dans les comédies musicales. Souvenez-vous, elle était également présente dans Les Amants de la Bastille. Donc ouais, la mise en scène a bien su comprendre l'ambiance de l'histoire originale, mais quand on sait que le metteur en scène est le réalisateur du film, je crois que le contraire aurait légèrement été un comble. Mais rassurez-vous, Polanski n'est pas le seul à avoir fait son boulot puisque ce fameux comique dont on parle depuis tout à l'heure, il est aussi, si pas plus, parfaitement retranscrit grâce aux chansons. Avouez, depuis le début ça vous intrigue, hein. Vous devez bien vous demander pourquoi j'ai évoqué Bonnie Tyler au début de la vidéo. Eh bien, tout simplement parce que la chanson emblématique de la pièce reprend l'air et le titre de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Ça peut paraître étonnant que la chanson principale d'une pièce reprenne l'air d'une chanson déjà existante, qui plus est connue, mais faut savoir que c'est loin d'être la seule. En fait, la plupart des chansons de Dance der Vampire reprennent des mélodies de chansons déjà existantes, la plupart du temps provenant d'autres productions du compositeur. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais à part ça, on en a pensé quoi de ces chansons ? On va commencer en restant dans le thème des mélodies, puisque c'est avec elles que les chansons jouent pour servir le comique de la pièce, et ce de deux manières principales. Premièrement, le jeu de contraste. On peut dans une chanson, quand il y a plusieurs personnes qui chantent, ce qui est souvent le cas, passer d'une ambiance fun à une ambiance dramatique, ou encore d'une ambiance romantique à une ambiance tendue. C'est normal dans une comédie musicale d'avoir plusieurs atmosphères de chansons, autrement ça deviendrait probablement vite ennuyeux, mais ici les différentes atmosphères se succèdent sans transition dans une même chanson, ce qui suffit à amuser le spectateur par la surprise. Je pense notamment à la fameuse nuit passée à l'auberge où nos personnages principaux sont tous réveillés et où chacun chante ses propres préoccupations pour une chanson qui n'a au final volontairement plus ni queue ni tête. Mais si le comique par la surprise peut parfois se montrer un peu bourrin de manière générale, il est ici équilibré par un comique un peu plus subtil qui est également régulièrement utilisé, le comique par le quiproquo. Là, le jeu des chansons se fait entre la mélodie de la musique et les paroles qui sont chantées. Je m'explique. Souvent, lorsque des personnages sont en duo, principalement les duos entre Alfred et Sarah, ils ont beau chanter à l'unisson et en harmonie, une harmonie qui laisse facilement penser que nos deux personnages sont sur la même longueur d'onde, surtout pendant les chansons d'amour, on se rend vite compte qu'il n'en est en fait rien du tout. J'ai parlé de chansons d'amour, mais si la relation entre Alfred et Sarah ressemble de loin à une romance, la vérité c'est que notre Alfred est tout seul dans cet amour, mais le pauvre ne s'en rend pas compte. Car pendant qu'il chante ses sentiments à Sarah, Sarah a beau lui répondre sur le même ton, on réalise vite qu'elle parle de totalement autre chose et que, au final, elle a pas l'air d'en avoir vraiment quelque chose à foutre d'Alfred. Faut avouer que pour une histoire qui se présente d'un premier abord comme étant romantique, c'est plutôt cocasse. Mais la romance n'est peut-être tout simplement pas là où l'on croit. Enfin, à part ça, il y a une dernière chose à noter dans les chansons de la pièce, une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est la signature vocale des personnages. Chaque personnage a vraiment sa manière de chanter avec ses petites mélodies à lui, mélodies qu'il reprendra alors dans plusieurs chansons, un peu à la manière d'un tic de langage dans le parler. En plus d'être pratique, non seulement c'est original, mais ça dynamise aussi les chansons dans le sens où ça leur donne une réelle identité.
Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment saluer, car les acteurs ont forcément chacun leur propre manière de chanter. Or là, ils ont dû assez comprendre et fusionner avec leurs personnages pour comprendre leur caractère et leur manière de parler, pour le retranscrire dans la manière de chanter, que ce soit sur le plan du son de la voix ou de l'intonation. Une identité qui va plus loin que ce qui est chanté à proprement parler, et qui est même plus impressionnante sur la forme que sur le fond. Honnêtement, je n'aurais pas grand chose à dire sur les costumes. Ce sont de bons costumes d'époque avec de beaux tissus, et particulièrement pour ceux de nos vampires, volontairement clichés. Cela dit, vous vous en douterez, la pièce ne se contente pas de ça. Pour la scène finale, les vampires reviennent sur scène pour une danse macabre ayant là délaissé leurs vêtements d'époque pour des costumes gothiques en latex et en cuir, ce qui donne une énergie à la fois surprenante et dynamique à la scène. Et ça, c'est le bal des vampires. Ah, comme c'est beau ce que je dis. Et j'aurais pu finir là-dessus, mais j'ai décidé de tout gâcher avec un point qui me turlupine, oui, j'ai dit turlupine, le rouge. Lorsque Sarah s'enfuit de l'auberge, elle part dans la neige affublée de bottes rouges pétants qui dénotent relativement fort tant avec le décor qu'avec sa tenue. Et lors de la scène du bal, on peut constater qu'elle a délaissé sa tenue aux couleurs fades pour une robe entièrement rouge. J'avais alors pensé qu'ici le rouge, qui est également la couleur du sang, pouvait être représentatif de liberté et d'indépendance, ce qu'on pourrait alors traduire par le fait que le prix à payer pour être libre serait de se donner aux vampires. Ça aurait été une très belle signification, mais il y a une chose qui me pose problème là-dedans, Alfred. Depuis le début de la pièce, la veste que porte Alfred est rouge. Or, Alfred respire la naïveté, même parfois la lâcheté et le conformisme. En somme, tout le contraire de ce qu'on a évoqué plus tôt. Vous n'avez pas honte? Putain, tu casses tes couilles, Alfred. Après, c'est peut-être moi qui surinterprète, mais je suis convaincu que cette couleur rouge a une signification. Seulement, je n'arrive pas à trouver laquelle. N'hésitez d'ailleurs pas à me faire part de vos théories sur le sujet en commentaire. En plus de tout ça, s'il y a une chose essentielle que je me dois de saluer dans la pièce, c'est le personnage de Sarah, qui a été incroyablement amélioré comparé à l'original. Dans le film de 67, elle a autant de personnalité qu'un chicon, ce qui est un peu dommage parce que premièrement, on s'attache beaucoup moins à elle alors que c'est quand même l'un des persos principaux, et ensuite, on comprend beaucoup moins les enjeux de l'histoire. C'est bien simple, la Sarah du film a l'air de s'en foutre de tout, qu'elle doive rester enfermée dans sa chambre, qu'elle se fasse enlever par un vampire, qu'Alfred vienne la sauver. C'est vraiment comme si tout ce qu'il se passait ne lui faisait ni chaud ni froid ou à peu de choses près. Ce qui fait qu'au final, on ne comprend pas trop ce que le personnage désire vraiment, quelles sont ses motivations dans l'histoire. Sarah, c'est presque une décoration, alors que c'est autour d'elle que tourne pratiquement toute l'histoire. Dans la pièce, ça n'a plus rien à voir. Nous sommes cette fois face à une Sarah qui a du caractère et une soif de liberté qu'elle n'hésite pas à clamer haut et fort. Ce n'est plus la belle plante qui se fait kidnapper par un vampire pendant qu'elle prend son bain. Là, c'est une femme maître de son destin qui prend elle-même la décision de fuir l'auberge. Ce qui en plus apporte une certaine ironie à l'histoire puisqu'Alfred vole à son secours alors qu'elle s'est elle-même mise dans cette situation. Bref, dans la comédie musicale Tanz der Vampire, Sarah est un personnage intéressant et incroyablement bien développé qu'on a un réel plaisir à suivre. Et cette amélioration était pour moi quelque chose de réellement indispensable. Comprendre les motivations de Sarah, c'est également comprendre les véritables enjeux de l'histoire. Des enjeux qui changent toute la donne par rapport à ce qu'on croit au premier abord, mais qui ne me sont vraiment apparus qu'une fois avoir vu la pièce. Si tu ne comprends pas Sarah, tu ne peux pas réellement comprendre l'histoire et comprendre pourquoi c'est bien. Et je suis ravi que la pièce ait pu saisir l'importance de ce personnage. Importance que je n'avais moi-même pas comprise en ayant vu le film. J'ai dit que dans le film, elle avait l'air de s'en foutre qu'Alfred vienne la sauver, mais la vérité c'est que, effectivement, elle en a rien à branler. Mais ça, on ne comprend réellement pourquoi que dans la comédie musicale. L'humour est à mon sens l'une des choses les plus difficiles à manipuler, car si ce n'est pas fait à la perfection, on tombe vite dans quelque chose de lourd, voire de totalement nul et ridicule. Et c'est pour ça qu'en général, j'ai beaucoup d'appréhension avant de voir une comédie. Si dans le film, l'humour était déjà manipulé avec brio, non seulement c'est le cas dans la pièce, mais en plus, elle a parfaitement su adapter l'humour du film à la comédie musicale. En voyant le film, j'avais une impression d'humour un peu cartoonesque tant par le jeu des acteurs que par la mise en scène. Or, la comédie musicale se met en scène de manière totalement différente que le film. Et puis il y a les chansons aussi, sans compter l'esthétique générale du plateau qu'il faut prendre en compte. L'humour cartoonesque est par définition un peu bourrin, mais bien utilisé comme il l'est dans le film, fonctionne, et c'est ça qui fait que cet humour entre guillemets bourrin est drôle et pas lourd. Et adapter ce type d'humour à la comédie musicale sans que ça fasse lourd, c'est vraiment pas un pari facile, et pourtant la pièce l'a faite avec une facilité déconcertante.
Les paroles des chansons, la mélodie de la musique, la mise en scène, le décor. Il joue subtilement avec tous les outils qui sont à leur disposition pour créer un ensemble qui fonctionne. Et ainsi, on arrive à retrouver cet humour cartoonesque d'apparence peu subtile. Et regardez, lol, l'air de la chanson est devenu comique tout à coup. Oh, c'est drôle ça. Mais assemblé avec tous les autres rouages, il fait fonctionner le mécanisme. J'ai dit au début qu'ils avaient fait leur job avec une facilité déconcertante, mais facile, il est évident que ça ne l'a pas été. Toujours est-il que ça s'embrique et s'enchaîne avec un tel naturel que c'est l'impression que ça donne et c'est la preuve que c'est réussi. Et franchement, pour avoir su adapter, bien adapter, ce type d'humour à la comédie musicale, moi je dis GG. Dans l'inconscient collectif, l'humour est souvent associé à une écriture plus bateau, moins travaillée. Eh bien cette pièce en est le parfait contre-exemple, tant sur la forme comique que sur le fond, qui reste une histoire sérieuse et dans laquelle on est impliqué, mais présentée avec une légèreté qui la rend d'autant plus appréciable. En plus de ça, elle a même corrigé les défauts que présentait le film. Après, on aime ou on n'aime pas, mais même si rien n'est objectivement parfait, je n'ai personnellement pas grand chose à lui reprocher à cette pièce, qui est pour moi tout simplement excellente et plus que ça, l'une des meilleures histoires de vampires qui m'ait été donnée de voir. Donc si vous aimez ça, les histoires de vampires, et que vous voulez passer une bonne petite soirée, je ne peux que vous conseiller Dance der Vampire. Pour la trouver, faut pas chercher très loin, elle est dispo sur YouTube, mais avec des sous-titres anglais. Sur ce, nous voilà arrivés à la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait du bien, une vidéo un peu plus légère de temps en temps, surtout après ma dernière vidéo qui est à ce jour la plus longue de la chaîne. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir cette histoire incroyable et bien trop méconnue. N'hésitez pas non plus à me laisser votre avis en commentaire, j'essaye toujours d'améliorer mes vidéos, et pour ça, chaque opinion constructive est bonne à prendre. Avant de vous quitter, je vous invite à aller voir la vidéo de Nienko TV, dont vous trouverez le lien dans la description, qui parle du bal des vampires et raconte tout un tas d'anecdotes sur le film. En plus de ça, vous trouverez à la fin de sa vidéo un extrait de la comédie musicale jouée à Paris en 2014 qu'il a eu le privilège d'aller voir. Comédie musicale qui n'a jamais été filmée officiellement dans son intégralité et donc complètement introuvable sur le net, du moins dans une qualité décente. Alors voilà, si en savoir plus sur le film vous intéresse et que vous avez envie de voir un extrait de la comédie musicale jouée en français, n'hésitez pas à passer lui faire un petit coucou. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.